Salut! Aujourd'hui, je reviens pour te parler des mobilités à l'étranger à la fac. Comme je suis en plein dedans, que je suis en pleine élaboration de mon dossier, je me suis dit que ça serait bien de faire des vidéos étape par étape. Donc ça va suivre un peu ce que je fais moi en ce moment à la fac. Donc pour l'instant, ça va être une vidéo sur comment préparer son dossier, quelles pièces fournir, comment partir, etc. Puis après, je ferai sûrement des vidéos sur comment, si je suis acceptée, on va prier, comment remplir son dossier du coup pour la fac qui nous accueille, comment préparer son départ, etc. Mais ça sera des choses beaucoup plus tard et c'est seulement si je suis acceptée. Donc bon, on verra. Donc là pour l'instant moi ce que je fais c'est que je prépare un dossier pour le Japon, pour l'université de Keio qui est en partenariat avec ma fac. Du coup, moi déjà ce que je te dirais de faire tout simplement si tu as envie de partir à l'étranger, c'est de te renseigner sur les partenaires qu'a ta fac. C'est-à-dire par exemple à Paris 1, on a des partenaires aux États-Unis, Espagne, Italie, enfin de toute façon dans l'Europe en général, mais aussi il me semble en Corée, Japon, Chine, enfin on est quand même partenaire de beaucoup de pays. Donc généralement sur la page de ta fac il y a un onglet partir à l'étranger ou quelque chose dans ce genre et on va te proposer une carte des mobilités, c'est-à-dire que en tout cas pour Paris 1, après sinon c'est tous les partenaires qui sont recensés sur cette page. Tu choisis donc le niveau dans lequel tu vas partir faire une mobilité, puisque le dossier est à préparer 1 an à l'avance. Ça aussi c'est très important à le savoir, très important. On prépare tout 1 an à l'avance, donc il faut vraiment tout anticiper. Ce qui va être compliqué, tu vas voir pourquoi un peu après. Du coup, sur cette carte de mobilité, tu dis ton niveau où tu vas partir faire ta mobilité, ton UFR, donc quelle licence tu fais, si tu veux que les cours soient en anglais, en français ou je ne sais quoi. Et ensuite, ils te mettent les pays donc, qui sont partenaires pour ton UFR, puisque même si Paris 1 est partenaire avec beaucoup d'établissements, par exemple au Japon, sur 4 universités, seulement une accepte ceux qui sont en histoire de l'art. Et en histoire de l'art. Et si tu es en histoire de l'art et archéologie, fais attention, puisqu'il y a des facultés qui n'acceptent seulement que les historiens de l'art et d'autres qui n'acceptent seulement que les archéologues. Donc il faut faire attention à ça. Je parle bien entendu du coup pour cette licence là, mais pour les autres du coup je pense qu'il y a un peu moins de problèmes. Je sais par exemple que pour les licences qui sont économie ou histoire, il y a énormément de partenaires. Une fois que tu as choisi le pays où tu aimerais aller, il faut que tu regardes donc les facs. Et en regardant les facs, il faut que tu regardes leurs programmes qu'ils proposent. Si par exemple il n'y a qu'un programme en anglais. Pour l'Europe par exemple, il me semble qu'il y a des programmes en français dans certains pays. Donc il faut vraiment que tu regardes. Tu peux aussi faire des cours dans la langue du pays et donc directement être affecté à lui faire histoire de l'art de ce pays si on veut. Par exemple, quand j'ai regardé pour l'université de Keio, puis de toute façon moi, il n'y avait que le Japon qui m'intéressait, donc il n'y avait que cette université qui pouvait m'accueillir. En fait, les cours ne sont pas dans l'UFR d'histoire de l'art de Keio, mais dans la rubrique cours internationaux. Je ne parle pas encore assez bien japonais. Donc voilà, pour l'instant je peux suivre que les cours en anglais. Évidemment je peux pas faire de retour pour l'instant sur ces cours étant donné que je ne les ai pas eus. Donc voilà. Donc une fois que tu as un peu sélectionné tout ça, que tu as regardé, aussi ce qui est important, par exemple pour les facs japonaises, il faut avoir un certain montant déjà dans son compte en banque. Si on veut être accepté, c'est pour s'assurer que tu as assez d'argent quand tu es sur place en fait. D'autant plus, ça aussi c'est important de regarder. Si tu comptes partir là-bas, regarde si l'université propose des dortoirs liés à l'université. Par exemple, au Japon, je ne comptais pas prendre un appartement à Tokyo. Hein. Voilà, ça coûte un peu cher. Hein. Et j'ai vu qu'en fait, ils faisaient des dortoirs liés à l'université, ce qui fait que évidemment le coût du loyer est beaucoup moins cher que si je devais trouver quelque chose excentré de l'université. Et en plus, ça permet d'être avec les gens du campus. Mais ça, de toute façon, c'est des détails qui vont te préoccuper une fois que tu es accepté et que tu dois envoyer du coup ta candidature à l'université qui t'accueille. Mais c'est quand même important de vérifier quand même si
financièrement on va pouvoir faire cet échange et si c'est pas le cas, prévoir par exemple de travailler l'été ou faire des petits jobs pour économiser. Donc une fois que tu as choisi, que tu sais un peu où tu vas aller, il faut que tu prépares ton dossier de candidature pour Paris 1. Ce dossier, ça va leur permettre de te sélectionner parmi tous les autres étudiants à partir. Donc tu as le droit de mettre plusieurs vœux, je ne sais plus combien, je te les mettrai sur le côté sûrement. Et donc pour la préparation de ton dossier, il va avoir pas mal d'étapes à fournir et il faut fournir toutes les pièces, sinon ton dossier est éliminé directement. S'il manque une pièce, ça ne sert à rien, quoi. Donc déjà évidemment il te faut un CV et une lettre de motivation qui explique, pour la lettre de motivation, il faut un peu expliquer pourquoi tu veux partir, ce que tu veux faire là-bas, en quoi ça t'aiderait dans tes études, des choses comme ça. Ce sont des pièces à fournir en français pour le comité du jury et en anglais pour quand tu devras transmettre ton dossier pour l'étranger. Ensuite, tu dois remettre une copie de ton passeport. Bon, ça, c'est des choses assez logiques. Ce dont je parle, c'est les dossiers pour hors Europe, puisque je sais pas trop comment ça se passe au niveau Erasmus, mais il me semble que c'est beaucoup plus simple que les mobilités hors Europe. Donc voilà. Donc ça, je te laisse te renseigner auprès de ta maison internationale de ta fac. Du coup, le passeport, tu dois en faire une copie et il doit être valable 6 mois après ta mobilité. Par exemple, tu finis ta mobilité en juillet 2019, il doit être valable 6 mois après juillet 2019. Ensuite, tu dois obtenir 2 lettres de recommandation de tes professeurs, français, anglais. L'université dans laquelle tu pars, ce n'est pas le français ou l'anglais qui sera ta langue d'enseignement. Tu dois apporter une traduction faite par toi-même au jury. Et pareil, si par exemple tu demandes à un prof une lettre de recommandation, mais par exemple qui ne sait pas écrire et parler japonais, c'est à toi de fournir une traduction de sa lettre de recommandation. Donc pour les lettres de recommandation, ce qu'il faut faire, c'est demander à tes professeurs chargés de TD, CM, de t'en faire une. Le plus simple, c'est de demander en fait à ces chargés de t'aider, puisque c'est eux qui voient le travail que tu fournis via les exposés, les contrôles, les dossiers à rendre, etc. Moi personnellement, ce que je te conseillerais, c'est peut-être d'attendre d'avoir rendu quelque chose, d'être passé à un oral ou des choses comme ça, pour que le prof se fasse déjà une idée. Si t'as encore rien rendu, je te conseille de participer très très fortement à ces cours, comme ça ça montre que tu travailles, etc. Et il pourra mettre un nom sur ton visage et potentiellement du coup t'aider pour cette lettre de recommandation. Ensuite, il va falloir que tu fournisses un projet de contrat d'études. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que en fait, pendant la mobilité à l'étranger, tu ne vas pas suivre les cours de Paris 1 et il va falloir alors convertir les crédits que tu obtiens quand tu valides une matière sur les crédits que tu vas obtenir à l'étranger. Pour le Japon, je me souviens plus de la conversion des ECTS. Pareil, je te mettrai ça sur le côté si le Japon t'intéresse. Pour les autres pays, je ne sais pas. Hors Europe, je ne sais pas. Là, c'est pareil, il faut se renseigner, il faut poser les questions, etc. Parce que là, je les ai pas en tête. Et du coup, en gros, c'est une feuille où tu vas mettre tous les cours que tu aurais potentiellement pris à Paris 1. Et en parallèle, tu dois mettre les cours que tu vas suivre quand tu seras dans le pays d'accueil. Alors évidemment, comme on prépare le dossier à l'avance, il y a potentiellement des cours qui ne seront peut-être plus là quand toi tu vas partir. J'en avais parlé à une chargée des relations internationales et ça pose pas de problème en fait, les modifications se feront le temps venu quand tu es là-bas et que tu as sélectionné tes cours. Donc ça c'est pas un souci. Ce qu'il faut, c'est par exemple pour un semestre tu dois valider 30 ECTS, et bien tu dois convertir pour que les cours de l'université d'accueil fassent le même nombre de crédits. Sinon tu ne valides pas ton année ou ton projet d'études est mal fait et tu dois le refaire, et si tu l'as fourni dans ton dossier, c'est éliminé. Voilà, donc c'est dommage. Ce contrat d'études doit être signé par ton chargé d'UFR. Pour ça, il faut que tu regardes la liste qu'il y a sur ton site.
tu prends rendez-vous et puis tu vas faire signer ton contrat d'études. Je sais que certains professeurs peuvent directement t'envoyer, te faire une signature numérique, c'est par exemple tu as des TD pendant leurs heures de permanence, mais en fait ça leur permet de voir si tu as bien rempli ton contrat d'études, si tu as bien les bons ECTS, si tu as bien tout converti, que tu as tous les crédits et que tout va bien. Et tu peux aussi leur poser des questions pour ce qui est un peu plus pédagogique. Si tu as des problèmes et des questions, c'est à eux qu'il faut leur poser pour les problèmes pédagogiques. Pour les problèmes administratifs, c'est la maison internationale. Ensuite, tu vas avoir des choses classiques, une copie recto-verso de ta carte étudiante, la copie de tes relevés de notes plus leur transcription dans la notation de pays qui t'accueille. Par exemple, aux États-Unis, tu sais, c'est les notations A, B, B+, etc. Et tu dois convertir tes notes à la notation du pays qui va t'accueillir. Pour le Japon, je précise, il faut faire très attention puisque en fait chaque université a son système de notation. Et là, même si tu as un tableau de transcription sur Paris 1, pour le Japon, il faut directement vérifier sur la page des universités. Ensuite, il faut que tu mettes ton formulaire de candidature. Donc ça, c'est un formulaire que tu vas remplir en ligne qui va dire en fait quels sont tes vœux, dans quelle université tu veux partir, quel est ton niveau de langue actuel à la fac, c'est plein de renseignements comme ça, j'ai pas besoin de te détailler puisque tout sera expliqué sur le site. C'est un formulaire de candidature, donc généralement à remplir fin du mois, octobre, début novembre, et il faut faire très attention aux dates, puisque c'est un document obligatoire à mettre, et très très important aussi, puisque en fait ça résume un peu ce que tu veux faire, et où tu pars, etc. Ensuite, si tu pars dans un pays où les cours ne seront pas en français, il te faut une attestation de langue. Donc par exemple pour le Japon, si tu veux suivre les cours en japonais, c'est le JLPT qui indique ton niveau de langue au niveau universitaire. Pour les cours en anglais, tu vas devoir soit passer le TOEIC, c'est souvent les écoles d'ingénieurs qui passent cet examen, soit le TOEFL. C'était une longue expérience le TOEFL. Si tu prépares ton dossier là en ce moment même, et que tu n'as pas encore passé ton TOEFL, je te conseille de te dépêcher très très fortement puisque les dossiers seront à rendre le 30 novembre cette année pour les mobilités hors Europe. Pour les mobilités Europe, c'est le 1er mars. Sauf que en fait, le temps d'avoir une date pour passer le TOEFL, bonne chance, et ensuite le temps de recevoir tes résultats, ça met, il me semble, plus de 2 semaines, 3 semaines. Donc il faut vraiment anticiper. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé l'été. Comme ça, j'étais tranquille et je pouvais réviser. C'est un examen qui est quand même assez compliqué, mais en fait, il faut en comprendre un peu les règles de cet examen. Il faut savoir, par exemple, les questions types qui vont tomber, il faut connaître un peu les pièges qui tombent assez régulièrement et normalement, ça se passe assez bien. Pour le Japon, il faut avoir un TOEFL au-dessus de 80, ce qui est peu, vraiment. C'est comparé en fait aux universités américaines qui demandent 100 ou plus. Voilà, il y a une petite différence, mais t'as passé ça, du coup il faut que tu imprimes une copie de tes résultats et que tu les transmettes du coup dans ton dossier. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, ton dossier, il faut le rendre à la maison internationale en dossier papier ou mail. Donc ensuite, tu transmets ce dossier avant la date limite à l'adresse qui est indiquée par ta maison internationale. Ensuite, il y aura une commission qui va analyser ton dossier. Par contre, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont rendu leur verdict, mais je me souviens que c'était très très long et qu'en plus, ils te donnent pas de nouvelles en mode oui, la commission a lieu aujourd'hui, on va examiner votre dossier. Non, t'entends plus parler de ton dossier pendant plusieurs mois et ensuite on te dit si t'as été accepté ou non. Une fois que tu as été accepté, je referai une vidéo, si c'est mon cas en tout cas, sinon... s'il n'y a pas d'autres vidéos, tu sais pourquoi. Voilà. Ce qui est important aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que par exemple tu as voulu faire 4 vœux, tu vas devoir fournir 4 dossiers, comme je viens de te le présenter, donc 4 copies de passeport, 4 copies de carte d'identité, etc. Carte étudiante.
Ensuite, je voulais revenir sur un point très important. Certains UFR limitent les mobilités à un certain niveau. En L3, oui, important, tu ne peux partir qu'à partir de la L3, en tout cas pour Paris 1. Ensuite, si tu veux partir en master, certains UFR limitent les départs. Je m'explique. Pour l'UFR d'Histoire de l'Art, par exemple, j'aimerais partir en Master 1. Mais pour pouvoir le faire, il faut que je trouve un professeur qui se porte garant de devenir mon chargé de mémoire et il faut qu'il me fasse une lettre d'autorisation pour partir. Sauf que le problème, c'est que évidemment, je ne suis qu'en L3, il faut que je rende mon dossier le 30 novembre. J'hésite encore entre 2 masters, la réunion sur les masters n'est qu'en mars. Voilà. Donc déjà ça c'est un premier gros problème. Ce que je vais faire du coup c'est que j'ai un peu en fait cherché sur le site de Paris 1 les enseignants-chercheurs des masters que je compte suivre et ensuite je vais aller directement leur parler. Il se trouve que l'une est déjà une professeure que j'ai, du coup je vais déjà aller lui parler et lui poser des questions et un peu lui demander au niveau des masters quel est celui qui me conviendrait le mieux pour ce que je veux faire. Si elle convient au master que je veux faire, je lui demanderai du coup cette lettre d'autorisation. Donc voilà, donc ça c'est encore un problème que tu peux avoir, mais il faut le faire et si tu n'as pas cette lettre d'autorisation, c'est pas la peine de donner ton dossier, ça sera exclu. Voilà, en tout cas si tu as des questions, avant de me les demander, parce que je ne suis pas professionnelle des mobilités à l'étranger, demande d'abord à la maison internationale et à ton chargé du FR. Quand je dis chargé du FR, c'est le chargé des mobilités étrangères de ton UFR. Faut faire attention à ne pas envoyer au directeur de ton UFR ou je ne sais quoi. Et si vraiment c'est juste des petites questions simples, tu peux me les poser. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé et que tu as pu un petit peu mieux comprendre comment ça se déroulait. Je te revois pour une prochaine vidéo. Salut!